C'est une vraie patriotique. Le drapeau nicéen. Voilà. Bravo. Alors, Laetitia, la souveraineté à Nice. Faites-le passer, monsieur. Bravo. Un drapeau de Savoie. C'est pour toi. Ouh, On est à la bourre. Petit mais costaud. Laetitia, nous sommes très à la bourre. Je ne suis pas français. Je ne veux pas être français. Je ne serai jamais français. Soyons en paix. Bon, très bien. Alors, comment ça se passe à Nice, s'il vous plaît? Comment ça se passe à Nice pour la souveraineté et votre combat actuel? Merci. grand sujet. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Laetitia de Nice. Je suis Laetitia de Nice. Et merci d'accueillir les Niçois. Merci. Il m'a été demandé pour cette rencontre d'exposer en 15 petites minutes un bilan de la politique générale actuelle et d'en fournir des preuves. Bon, j'ai dû raccourcir et synthétiser. Va falloir suivre, messieurs, dames. Je suis paysanne, principalement, mais pas que. Je ferai pour mieux de répondre à la demande, mais d'un point de vue un peu particulier, par celui des sciences économiques et sociales. En 40 ans, j'ai vu mon pays mourir à petit feu. L'urbanisation effrayante, l'insécurité, la perte drastique de la biodiversité, la paupérisation de tous les services publics et privés, sans exception, la perte de savoir et de savoir-faire ancestraux, la violence et la maltraitance non-stop de notre naissance à la mort, et la liste continue encore et encore. Je n'ai pas signé pour ça, et vous non plus, je le suppose, sinon nous ne serions pas là. Mais qui n'a jamais entendu « l'espoir fait vivre ». L'espoir, c'est la cause pour moi de notre rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas? Ernest Friedrich Schumacher, économiste et statisticien, dans son essai « Small is Beautiful », sur lequel nous avons basé la principale de nos travaux, une société à mesure de l'homme nous relate que l'expérience montre que des pays ont pu sortir d'une destruction quasi totale et rebâtir rapidement une économie prospère, et que ce qui caractérise ces réussites n'est pas l'importation de technologie, mais le niveau d'éducation et de discipline, d'instruction, d'organisation de l'ensemble de la population. Et étrangement, la grande majorité de la population est profondément ignorante du fonctionnement sociétal. Or, il n'y a rien de plus pertinent dans une société que ses fondations économiques. J'ai eu l'immense privilège de côtoyer des personnalités extraordinaires depuis l'avènement de 2010 avec la Ligue savoisienne ou la LRLN, Ligue pour la restauration des libertés niçoises. Au fil du temps, avec mes nombreux collaborateurs, dont certains sont devenus des amis proches et même certains sont venus aujourd'hui, nos cœurs et notre amour pour notre pays niçois, nous nous sommes formés mutuellement et nous nous sommes dorénavant convaincus qu'il faut comprendre les mécanismes du système pour en réécrire le codage. C'est pourquoi je vous propose d'aborder un petit peu la compréhension aujourd'hui de ces mécanismes. Il faut faire un petit retour en arrière. Il y a 7 à 10 000 ans de cela environ, l'homme a commencé à se sédentariser, à planter, à semer, à utiliser des outils agricoles. Ainsi,
il a commencé à élever, à prélever et produire plus que ce qu'il n'avait réellement besoin. Il fallait bien payer le bardage de la maison, de la toiture et le double vitrage. Et donc en produire plus en exploitant les ressources naturelles afin de pouvoir commercer. Il n'a pu prélever seulement ce dont il avait besoin pour lui et sa tribu au fil des saisons. Et c'est ainsi qu'il a créé une économie de marché. Tout ce que nous constatons ou subissons au quotidien n'est que la résultante, la preuve de l'échec de cette économie de marché. Toutes ces décisions et les conséquences qui semblent aujourd'hui d'un autre univers pour une personne de bon sens est en fait normale pour une civilisation économiquement stratifiée, les riches en haut, les pauvres en bas, évoluant dans un système anti-économique. J'explique. Notre civilisation planétaire s'auto-alimente dans la consommation inconsciente du mythe généralisé fondé sur la rareté universelle. Il n'y a pas assez pour tout le monde. On nous matraque ça dans la tête. Il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc moi, pour moi, plus pour moi. C'est ce qui stimule cette anti-économie, aussi absurde que cela puisse paraître. Alors que la productivité industrielle continue d'augmenter, les gens travaillent plus que jamais, ont moins de temps libre, s'écroulent sous des montagnes de dettes et ont sans doute un niveau de vie inférieur lorsque seul compte le bonheur humain. Kama, en sanskrit, c'est le plaisir. Plus les gens achètent et consomment, plus il y a besoin d'emplois, plus il y a besoin de produire et de faire circuler les biens pour mieux consommer. Et penser que cela peut durer sur une planète finie, c'est une pure fantaisie. Quel niveau de stress que les gens endurent seulement pour maintenir la machine économique en mouvement perpétuel. La chose intéressante, avec le retour, c'est pas facile. La chose intéressante dans tout cela est le paradoxe fantastique du système anti-économique actuel. Il se défend dans le mythe de la rareté universelle et ses demandes, c'est une consommation infinie pour fonctionner. Oui. D'accord. Merci. C'est ça, ça renvoie, j'ai beaucoup de retours, oui. Sébastien Nicolas dit Chamfort, mieux. La société est composée de deux grandes classes. Ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. Ce qui détermine les traits comportementaux qui caractérisent une culture de société, c'est sa structure sociale. Plus spécifiquement, les bases économiques de ces structures. C'est la méthode dans laquelle nous tous devons survivre, devons apprendre à survivre. Si cette structure récompense la compétition, la domination et les intérêts personnels, alors la culture exprime principalement ses valeurs. Et à contrario, si elle exprime la collaboration, l'empathie et les responsabilités prosociales. Avant l'avènement de l'agriculture, nous vivions dans un environnement non compétitif, car les bases économiques concernant la survie étaient basées sur la collaboration et le partage. La maladaptation, retenez ce mot s'il vous plaît, c'est lorsque l'humanité s'est adaptée avec succès aux nécessités issues de la révolution néolithique. La codification des structures résiduelles sociales en résultant sont complètement inadaptées. Le système anti-économique est simplement incompatible avec ce qui est nécessaire à l'humanité pour être résiliente. Échouant dans l'intégration de nos besoins dans l'écosystème, en limitant nos capacités à coexister paisiblement. Et si ce n'est pas une transformation radicale de ce système, l'humanité est sans question vouée à disparaître avec l'effondrement écologique combiné avec une guerre mondiale. Je fais partie de cette génération qui subit les conséquences absurdes de cette vision obsolète anti-économique civilisationnelle. C'est une consommation infinie, du tourisme de masse. J'ai l'impression d'être à Disneyland à Nice. On a fait de la planète un parc d'attractions. Et ses corollaires avec l'extension sans fin de l'immobilier et de la spéculation au détriment des autochtones.
dans un habitat fini, la planète Terre. Et s'il vous plaît, s'il y a des platistes, ne vous manifestez pas tout de suite. La modernité, l'esprit du capitalisme est en bout de course. Ses valeurs désuètes, les crises successives, dont la récente crise sanitaire, ne sont que des modalités de la crise sociétale en cours, d'un changement de paradigme plus profond. Elles caractérisent la dégénérescence du mythe progressiste, le progrès. On ne peut rien contre le progrès, mais combien de fois avons entendu, nous, cette sentence ? Le progrès, c'est quoi ? La domination de la nature, l'individualisme et l'anti-économisme dominant. Les outils de l'anti-économie, monnaie, l'argent, le flouze, les pépettes, on a mille manières de le nommer. Léo Tolstoï disait « L'argent est une nouvelle forme d'esclavage, distinguable de l'ancien simplement par le fait qu'il est impersonnel. Il n'y a pas de relation humaine entre maître et esclave. » J'ai souhaité vous partager rapidement cette réflexion pertinente tirée du livre de Peter Joseph, Le nouveau mouvement des droits de l'homme, The New Human Rights Movement, Reinventing the Economy to End Oppression, réinventer l'économie pour mettre fin à l'oppression, afin de dénoncer clairement l'argent et l'infrastructure de l'économie de marché. Sa création et sa circulation sont un instrument d'oppression contre les classes sociales les plus basses. Contrairement à ce que beaucoup de monde assume, les banques ne prêtent pas d'argent qu'elles ont déjà. Elles créent de l'argent sous la forme d'un crédit soutenu par les intérêts. Lorsqu'on n'assemble qu'un déplacement de fardeau de la dette et l'application des intérêts, on peut voir l'insidiosité du système. Un processus économique basé sur les avantages compétitifs et le commerce qui consolide inévitablement la richesse, augmentant ainsi son avantage. Associé à la facturation d'intérêts sur les prêts qui ne seront jamais entièrement remboursés. En 2022, la dette mondiale s'élève à 235 000 milliards de dollars. La dette à qui ? Je me pose la question. D'un côté, l'argent représente une réserve de valeur que les gens peuvent dépenser. De l'autre, c'est un passif de dette. Pour chaque dollar, euro, etc. qui existe, il y a aussi une dette d'1 dollar, d'1 euro, etc. due à une banque X quelque part. C'est comme ça que l'argent est arrivé dans nos vies. Et lorsqu'on repaye sa dette, l'argent disparaît. Le principe aujourd'hui dans lequel nous vivons, c'est le principe de la dette perpétuelle. Maintenir l'humanité dans la dette perpétuelle. Tel que c'est entendu, tout type de service dans cette économie génère un profit. Et dans le cas d'un prêt, cela représente sous la forme de frais appelés intérêts. Ainsi, l'emprunteur doit non seulement rembourser éventuellement le prêt, mais également les intérêts facturés. Un petit cas concret. Imaginons une île avec une centaine d'habitants qui décident de s'organiser autour de l'économie de marché. Ils créent une banque et chacun d'entre eux contracte un prêt de 100 crédits avec des intérêts à 10%. Ils ont donc maintenant au total 10 000 crédits à leur disposition. Et ils travaillent tous en échange à la création d'activités économiques. Lorsque le moment est venu de rembourser les crédits, ils réalisent que non seulement ils doivent rembourser leurs 10 000 crédits, chacun leurs 100 crédits, mais plus 10 d'intérêts, soit 110, ce qui fait 11 000 crédits pour les 100 personnes de l'île, alors qu'il n'existait réellement que 10 000 crédits. Il y a donc plus de dettes que d'argent réel à cause des frais. 3 choses peuvent alors se passer. Ils contractent un prêt supplémentaire pour couvrir les intérêts du précédent, reportant ainsi le problème. Ils se mettent à produire plus, afin de vendre plus et gagner ainsi plus pour rembourser leurs dettes, mais c'est seulement un jeu de chaises musicales. Et 3, la banque arrive, saisit les biens en compensation des dettes, ce qui finira de toute façon par arriver. Dans un autre scénario, enlevons les intérêts de l'équation pour se concentrer juste sur la finalité pure du commerce compétitif.
Les 10 000 crédits ont circulé à travers les échanges, la main-d'œuvre, les investissements, la création de commerces, des salaires, etc. Et, inévitablement, certaines entreprises surpassent les autres, en gagnant des revenus disproportionnés, alors que d'autres seront loin derrière en perdant des revenus. Les entreprises gagnantes peuvent alors augmenter, grâce à leur avantage, la compétitivité, bien entendu, être plus enclines à gagner encore plus. Les riches, encore plus riches, les pauvres, encore plus pauvres. Une petite entreprise avec des moyens limités ne peut simplement pas entrer en compétition avec des plus grosses qui peuvent les surpasser dans le même service et en ayant des ressources à disposition pour travailler. Sur notre île, nous constatons donc qu'à un moment donné, où 10% de la population a réussi à acquérir 90% des biens de l'île, alors que 90% de la population ne jouit que 10 des 10% restants. Ce n'est pas une supposition, cela est calculé mathématiquement. La dynamique du commerce concurrentiel de masse évolue toujours vers le déséquilibre. Dans la configuration du système actuel dans lequel nous vivons, nous ne serons jamais en paix et nous ne vivrons jamais la sérénité. Il existe des solutions, c'est pas tout noir. On est là pour ça. Alors, encore une autre normalité. Je tiens à vous enseigner, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et ça m'a choquée parce qu'en fait, c'est quelque chose de tellement évident que tout le monde devrait le savoir. Avez-vous entendu parler de l'externalité négative du marché? Non? Quelque chose d'important. Eh bien, en fait, il s'agit des valeurs de coût non comprises par l'équation du prix du marché liées aux dommages causés par l'industrie. Exemple, le prix courant de l'énergie des hydrocarbures se situe dans une fourchette particulière, 1,70 €, 2 € le litre. Sauf qu'il y a pourtant un coût supplémentaire de 5,3 milliards de dollars par an dans nos impôts chaque année, alors que les gens travaillent pour nettoyer les dommages que l'utilisation des hydrocarbures fait à la planète. Si on considère la comptabilisation de l'industrie mondiale dans son ensemble, en tenant compte de cette externalité négative du marché, il n'y a à l'heure actuelle aucune entreprise réellement rentable sur cette planète. C'est les autres qui payent les coûts, facile. Et enfin, de ce qui est du constat final de l'état de la politique générale, les anglo-saxons le nomment The Western Syndrome, le syndrome occidental. Le mot syndrome est dérivé du mot sun, signifiant ensemble, tous ensemble en même temps, et dromé, signifiant courir. Le syndrome occidental, en d'autres termes, le colonialisme, une force qui se concentre uniquement sur un groupe dominant un autre. Au mieux, nous comprenons les schémas dans notre monde et de cette civilisation, moins nous propagerons ce syndrome et plus nous réalisons que nous venons tous du même foyer, la planète Terre. Le syndrome occidental est un syndrome qui a fait le tour de la Terre en direction de l'Ouest. Il détruit la capacité des peuples autochtones à demeurer intacts en leur lieu et leur culture. Cette culture de la dominance a systématiquement essayé de détruire d'autres cultures, tout comme les cultures celtiques d'Europe occidentale, qui ont été autrefois détruites par les Romains et l'Église primitive. La société occidentale contemporaine a perdu la plupart de ses modèles d'apprentissage traditionnels, mais des vestiges subsistent. Ils ne sont tout simplement pas reconnus. Lorsque les gens ont de la nourriture et de l'eau en abondance, cela ne crée pas automatiquement la paix. Les relations humaines et les liens communautaires forts sont les points centraux pour créer une communauté paisible. Je reprends ce que tout le monde a dit tout à l'heure. Il faut l'unité. Dans la société d'aujourd'hui, les médias ont une influence gargantuesque sur la façon dont nous percevons et nous catégorisons les choses. Cela nous observe simplement pour croire, pas pour penser réellement pour nous-mêmes.
Des études montrent que l'enfant moyen dans les pays occidentalisés passe 6 à 9 heures par jour sur un téléphone portable ou un média, ou d'autres formes de médias. Cette génération a été aveuglée de l'importance de la connexion de l'homme à la nature à cause de la distraction technologique. Il existe un nom pour ça, le syndrome de déficience de nature. Attention, toutes les technologies ne sont pas néfastes. Utilisée correctement, la technologie peut être un outil très positif, informatif et utile. Et bien qu'il soit classé dans la catégorie premier du monde ou premier civilisé des pays comme les États-Unis ou l'Europe, ceux-ci ont de nombreux problèmes spécifiquement avec le système centralisé dans lequel ils fonctionnent. Par exemple, l'eau, la nourriture, les déchets, l'énergie, les transports, les soins de santé, l'éducation et les services publics ne sont contrôlés par un seul système centralisé. Les gouvernements ont fourni ces services de manière que ceux qui nous alimentent dans un système consumériste et exploiteur ne profitent qu'à quelques-uns. Et ce système-là, on l'appelle la plutocratie. La plutocratie se dit d'un régime politique où les plus riches sont au pouvoir. Pensant qu'il n'y a pas d'autres options, nous sommes aveuglés et découragés par la réalisation que c'est notre monde. Le pouvoir vient du peuple, des masses, pas d'un président ou d'un PDG. De manière réaliste, quelles que soient les demandes des masses, les dirigeants voudront fournir afin d'augmenter leur popularité à n'importe quel coût. Cependant, la façon dont tout a été construit dans le passé nous a conduit à ce moment charnière de l'histoire où le peuple a perdu l'essence de ce qui signifie être gouverné. Au lieu d'être servis équitablement et pour le bien de tous par nos gouvernements, nous nous sommes transformés en une société d'individus vulnérables. Et aujourd'hui, ma question est à vous tous ici. Dans quelle mesure sommes-nous courageux pour déconstruire le paradigme actuel afin d'exploiter la paix et l'amour pour l'avenir dans lequel nous vivons? Il est temps de proposer une nouvelle direction à tous nos territoires, celle de la véritable économie basée sur le respect du vivant, de la collaboration et du partage. Un savoir-faire, je rêve d'un savoir-faire à la niçoise, pays d'entraide, regorgeant d'outils pluriels, d'artisans nombreux et de cultures vivantes. Nous pentaillons à Nice que les Niçois, peuple désormais souverain, s'impliquent dans l'administration de leur territoire. Un territoire s'inscrivant dans une vision plus large, d'une part celle des territoires en transition économique, écologique et humaine, et d'autre part celle d'un territoire inclus dans une cohérence géographique, économique et historique, celle de l'arc alpin, de Gênes à Vienne et même au-delà si possible. Merci. Merci Laetitia. Je crois que tout est dit. Absolument. Au niveau du constat Merci beaucoup, et Laetitia. de la situation. Merci beaucoup, c'était très complet. Merci beaucoup.